Bonjour, comment allez-vous? Merci d'être là tôt. C'est Jacques Higelin qui est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Catherine. Comment allez-vous? Bien. Est-ce que le dimanche matin, c'est un bon jour pour vous? Est-ce que c'est un jour différent des autres? Pas spécialement, quand on est artiste. Il n'y a aucun jour qui se ressemble. C'est vrai? Ouais, parce que ça change tout le temps. Non? Est-ce que vous êtes d'humeur constante le matin ou vous pouvez être râleur, grognon? Non, le matin, je suis assez... je peux être content, sauf quand on me dérange. Ça veut dire quoi? Si on me laisse rêver, c'est bon. Vous êtes un actif, mais aussi vous êtes un contemplatif. Oui. Oui, On bien a sûr. remarqué ça. Oui, rêveur. Ouais. Vous aimez bien vous mettre dans un coin. Moi, je vous ai vu un jour. C'était pour l'anniversaire de Théo Café. Ah ouais. Ouais. Vous êtes venu, vous vous êtes mis à une table, vous êtes éloigné de tout le monde, vous avez regardé. Vous Oui. êtes resté là pendant 1 heure, tranquille, vous n'aviez pas envie qu'on vous dérange. Et puis vous êtes reparti. J'aime bien regarder les autres. On apprend J'aime bien. beaucoup. C'est comme être cinéaste, pour moi. Je me mets dans un coin, je regarde les gens, et c'est pas qu'on apprend beaucoup, forcément, c'est qu'il se passe plein de choses. Et que c'est plein d'histoires je m'amuse à décrypter toutes les histoires, ça m'amuse, quoi. Vous savez que dans l'émission, on aime bien revenir en arrière. Vous êtes né, vous, pendant la guerre. Ben, petit, on voit pas la guerre, j'ai pas de souvenir, vraiment. Ou alors on la comprend pas, quoi. Le seul souvenir que j'ai gardé un peu violent, c'était un bombardement. C'était où? Ben, à Brou, sur Chantraine, là où je suis né, et il y avait... c'est les Américains, ça me fait rire, c'est les Américains et les Anglais qui venaient de nous libérer, qui ont bombardé le triage de Vaires, V-A-I-R-E-S, et j'habitais à côté, mon père était cheminot. Oui. Donc il y a eu ce bombardement, et là j'ai eu peur, vraiment peur. Là c'est un souvenir de terreur même. Et qui vous revient, parce que souvent ceux qui ont vécu la guerre ont des traumatismes très, très longs qui perdurent toute leur vie. Non, non. J'ai pissé au lit jusqu'à l'âge de 11 ans chaque fois qu'un avion passait. Ah, quand même. Oui, un avion à moteur. Après, il y a eu des avions sans moteur et ça s'est arrangé. Il y a toujours un moment où ça s'arrange, quoi. Je sais pas. J'ai pas de traumatisme. Ou alors, il faudrait que j'aille voir un psychanalyste. Ouais, ce que vous n'avez jamais fait. Non. Qu'est-ce que ça évoque, ceci? Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Charles Trenet, Oui. c'est votre père. Mais il y a une autre... C'est mon... C'est votre père. Non. Si, qui vous a donné le goût, non? De Maurice Chevalier, Ah, mon de père. Trenet. Je croyais que vous disiez Charles Trenet, c'est votre Non. père. Non. Ouais, mais alors là, j'ai beaucoup de mal à... Oui, à écouter et à parler à la fois. Parce que quand j'écoute, j'écoute. Il y en avait une autre chanson que j'aime beaucoup, qui dit « Un rien me fait chanter, un rien me fait danser, un rien me fait trouver belle la vie, un rien me fait plaisir, un rêve, un petit désir, un rien me fait sourire, l'âme ravie. Quand le ciel est tout bleu, je me sens le cœur joyeux, même quand hélas il pleut. J'aime la pluie, j'aime mon père, ma mère, la France, le bon Dieu, et puis les femmes qui ont les yeux bleus. Ça tombe bien puisque vous êtes là. Charles Trenet, bien sûr, après, vous avez tourné beaucoup, évidemment. Non, mon père était fan de, excusez-moi de vous interrompre, de Charles Trenet et de Maurice Chevalier. Moi, j'aimais pas beaucoup Maurice Chevalier, mais Charles Trenet m'a tout de suite séduit par le swing, par le rythme et par la fraîcheur. Pour un enfant, c'est le cas de le dire, c'est joyeux d'écouter un poète qui chante la vie avec le sourire, surtout qu'on était dans la guerre, quoi. Il y en a un autre qui vous a inspiré, c'est lui.
il est très romantique, Sidney Bechet. Et puis Sidney Bechet, en fait, c'était les premiers... c'est un enfant de la Nouvelle-Orléans. Et avec Louis Armstrong, ça a été le berceau du jazz. Donc de tous les rythmes jusqu'à maintenant. Et Bechet a toujours été un merveilleux... un bon génie, voilà. Un bon génie. D'ailleurs, vous leur rendez hommage à tous ces gens-là dans votre dernier album. Mais je ne suis pas fixé sur cette musique-là. Je dis simplement que j'ai eu l'opportunité de la vie a fait que j'ai rencontré, alors qu'il y avait une opérette qui s'appelait Nouvelle-Orléans, où je jouais 4 petits rôles parce que j'étais à l'école du spectacle qu'on m'avait choisi pour faire la figuration. Et puis la rencontre avec Bechet s'est fait que j'étais venu en avance pour jouer du piano, parce qu'il y avait un piano au Théâtre de l'Étoile. Et quand je suis arrivé, j'ai entendu jouer du Chopin. Et c'était ce monsieur qui avait les yeux mi-clos et qui était renversé en arrière et qui jouait du Chopin. Belle image. Ouais. Et là, il m'a vu, et là, il m'a parlé. Et là, il m'a fait essayer son saxo-soprane. Jacques, est-ce que vous aimez revenir un petit peu en arrière? On a trouvé des images de vous, d'archives, très anciennes. On sait bien que vous avez commencé comme comédien et c'est Philippe Becquepers qui nous raconte et qui vous raconte votre parcours. 50 ans qu'il joue au saltimbanque Jacques Higelin, la tête en l'air et la tignasse ébouriffée. Je suis petit, je fais de la voltige, mais sans arrêt des figures, une démarche de funambule. Higelin, un équilibriste qui a d'abord été comédien. Un jour, moi, je m'asseoirai comme ça et ils me regarderont, ils m'écouteront. 1966, l'acteur improvise le rôle d'un chanteur qui a raté son audition. Remarquez que le garçon est déjà doué pour la musique. Paris, New York, New York. 9 ans plus tard, après une belle complicité avec Brigitte Fontaine, on le retrouve chanteur de rock et déjà anticonformiste. Je suis pas assez conformé pour être anti ou conformé. Révolté et idéaliste, le chanteur-comédien compose, jongle avec les mots et devient une bête de scène réputée pour ses concerts marathons. Avec ce bouffeur de vie, improvisateur de génie, la fantaisie et la verve sont toujours prêtes à jaillir. Et la révolte n'est jamais très loin. Un toit, c'est un droit. Agitateur d'idées, libre et rebelle, il soutient les mal logés et les sans-papiers. Jacques Higelin, initial JH comme jeune homme éternel qui revisite traîner après un passage à vide. Hey Jaco, qu'est-ce que tu fais encore debout? Il revient, Jaco, avec son nouvel album et son grain de folie. À bientôt 70 printemps, le baladin frondeur est toujours en équilibre, sur un fil tendu entre deux rêves, entre rock et poésie. Vous êtes meilleur comédien que chanteur ou meilleur chanteur que comédien? Je dois être un peu de tout ça, puisque j'ai appris la comédie, ou même quand j'étais petit, j'imitais les gens. Enfin, en fait, j'ai commencé en imitant la famille. Quand il y avait des réunions familiales, j'observais tout le monde pendant plusieurs jours. Je me rappelle qu'à un moment donné, les familles alsaciennes et belges du côté de ma mère et alsaciennes du côté de mon père étaient venues pour la première communion avec mon frère. Et je les ai observés pendant 5-6 jours. Et à la fin, je les ai tous croqués, comme ça, imités, montré leur travers, et ils étaient morts de rire. Ils disaient, comment il a fait pour capter? Parce que j'avais observé. Vous faisiez le spectacle, Ouais, déjà. j'étais doué pour ça, ouais. Qu'est-ce que vous ont apporté les années? Le temps? Qu'est-ce que m'a apporté le temps? Ouais. La réflexion, quoi, une sorte de sagesse Oh non. Sagesse, non, je le saurais. Mais à chaque période, des pics et des retombées, des angoisses, des peurs, et puis des remontées, et puis des transformations. Et actuellement, vous êtes dans le pic ou dans la descente? Actuellement, ça va bien. J'ai commencé à me mettre d'accord avec la nouvelle étape, la nouvelle révolution. On en fait 6 ou 7 dans sa vie, quoi. L'enfance, l'adolescence, le bébé, d'abord, ça on en a fait déjà une, puisqu'on sort du ventre de la mère. La petite enfance, l'adolescence, le jeune homme,
et puis vieil homme, et puis après vieillard. Et ça, j'ai pas encore vu venir, mais ça va venir. Alors, je regarde... C'est une année clé, hein, cette année pour vous, c'est une année clé. Oui. Il y a une dizaine, là, qui arrive. Oui. Ça mais va c'est pas la dizaine en elle-même, c'est... quand on a déjà avancé, c'est déjà derrière, on s'en rend pas compte. C'est déjà fait, quoi. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un mail en demandant que je vous pose cette question. La personne demande tout simplement pourquoi et comment, en fait, vous avez cette pêche d'enfer encore aujourd'hui. Comment? Mais ça dépend des heures. Voilà la bonne réponse. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Quand vous êtes sur scène, ça dure 3 heures. Ah, oui. Mais là, je me demande jusqu'à quel point c'est pas les gens qui me filent de cette pêche-là. Parce qu'en fait, des fois, avant de rentrer en scène, souvent, il faut que je m'allonge, il faut que je dorme, tellement j'ai le trac, quoi. Je sais plus quoi faire. Donc... Vous avez encore le trac? Oui. Mais c'est montée d'adrénaline, quoi. Mais je m'endors. Et c'est comme si je disparaissais. Et je m'endors profondément pendant un quart d'heure, même des fois, ou une demi-heure. Je m'endors vraiment. Et tout d'un coup, je me réveille quand j'ai décidé. Et là, je me dis, maintenant, il faut y aller, quoi. Et, mais c'est les gens. Qui galvanisent. Parce que des fois, je suis complètement liquéfié, même par la fatigue ou la route, ou je sais pas, ou des... Non, toujours, ce qui m'a surpris quand même, c'est ce phénomène de vouloir disparaître. Donc, ça veut dire une peur d'endosser la responsabilité d'aller vers les gens. Et en même temps, une soif, une envie que je partage avec mes compagnons aussi. Je suis pas tout seul. Des fois, et je les regarde, eux aussi, ils disent, nous aussi, on a peur. Alors, je dis, pourquoi? C'est pas peur, c'est montée d'adrénaline. Donc, ça vous bouleverse. On a passé un moment avec vous. Alors là, c'était la quiétude, c'était la sérénité. Il y a Philippe Etguepers qui est allé vous retrouver très loin de chez vous, puisque vous habitez à Pantin. Alors là, vous avez passé un moment ensemble très bucolique, dans la verdure. Et puis après, vous êtes allé dans le quartier que vous connaissez bien, à la rencontre de gens qui vous aiment, qui vous apprécient, qui vous reconnaissent. Philippe Etguepers et Mathieu Drojoux étaient avec vous. Cette tour, elle me fascine. On dirait une base pour engins spatiaux, OVNI, et qui envoie des messages. Quel message vous aimeriez envoyer? Vous prenez pas le chou. Suivez-moi. Suivez-moi, dit le mec qui ne savait pas où il allait. Et les autres de le suivre en se disant, il doit savoir, alors qu'il ne sait pas du tout. Ce qui est le cas actuellement en politique. On suit un mec qui ne sait pas où il va. Il ressemble à quoi, votre quotidien? Il ressemble à une balade. C'est pour ça que souvent je dis je suis un baladin. Je me balade. Venez avec moi, je cours dans les bois. Je brûle des branches pourries. Là, on venait avec Isia. Quand elle était petite, maintenant elle fait des grandes balades, mais elle veut plus que je l'accompagne. Bonjour. Bonjour, au foot. Moi? Non, non. Moi, je joue de la guitare. Mais c'est toujours un jeu, hein. Bonne journée. Oh, j'ai joué un peu quand j'étais petit, mais ils savaient pas où me caser, parce que j'étais mauvais partout. Quand j'étais dans un but et qu'un mec me fonçait dessus avec le ballon, je me barrais. J'étais pas assez con pour attendre de prendre le ballon dans la tête, quoi. Donc, j'étais pas un héros. Ah, on voit le Sacré-Cœur. Regarde, viens ici. Regarde. Pourquoi vous ne vivez pas à Paris? Parce que passer le périphérique, c'est un autre pays, quoi. Un jour, j'ai réalisé ça, c'est que mon pays, moi, c'est la banlieue. Ça va? Tu vois des Arabes, tu vois des Africains, des Indiens, cosmopolites, quoi. Et j'adore ça. Vous venez boire un verre? Oui, oui. Avec plaisir à soi. Bon, je vous présente mes amis. Viens. Dans notre milieu, c'est un bon. Il est normal. Normal, mais il manque des cases. Comme tout le monde. Il y en a trop. Tout le monde dans le cas. Moi, j'ai une chanson. Ouais. Tomber du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. Encore. J'adore.
J'adore. C'était chou, c'était mignon. Je sais pas, ça m'a touché quelque part dans mon cœur. Vas-y, redis les paroles pour voir. Ah, tombé du ciel, poussé par l'amour. Allez, ça va. Une vie de quartier, c'est quand tu te balades et que tu t'arrêtes un peu partout, quoi. Et puis les gens t'arrêtent dans la rue, te parlent. Ah, très bien. À bientôt. Bonjour. J'ai chanté Tom Bombadilum avec toute l'école. Du coup, les petites ou les petits me voient, ils me disent toujours vous n'êtes pas le grand-père de Kim? Les enfants m'appellent grand-père rock'n'roll. Vous êtes vraiment un grand-père rock'n'roll? Ouais, plutôt, ouais, pas Pépé ni... D'ailleurs, ils voulaient m'appeler Pépé ou Papy. Moi, j'ai dit pas question, c'est grand-père ou rien du tout. Comme les Indiens, tu vois, les Indiens appelaient grand-père. T'as le père et t'as le grand-père. Grand-père, je trouve ça noble. Moi, j'appelais mon grand-père grand-père. Vous qui habitez en région parisienne, vous allez créer plutôt dans la nature, puisque vous avez créé cet album, c'était en Alsace. Vous avez besoin de cet environnement de la nature pour créer vraiment? Non, c'était un hasard? C'est pas un hasard, c'est la rencontre avec Rodolphe Burger, qui est devenu vraiment un ami. Maintenant, on a fait 2 albums ensemble et on se connaît bien. J'ai fait il fait un festival tous les ans, j'y suis allé. Et c'est là que j'ai découvert son grenier, sa ferme de son grand-père, qui était un énorme grenier. Et dedans, il avait construit un studio. Et quand je suis rentré la première fois, j'ai dit, c'est là que je dois enregistrer. Qu'est-ce que ça vous inspire, le coup de foudre? Vous en avez connu beaucoup, vous? Oui, mais j'en connais beaucoup. Ça dépend comment on envisage ça. Le coup de foudre amoureux, on a déjà dit. Ah, le coup de foudre amoureux, ça c'est déjà plus rare. Mais quand même, avec toutes les femmes que j'ai vraiment aimées et qui m'ont aimé, ça a commencé par un coup de foudre, oui. Et comment vous le traduiriez, le coup de foudre entre 2 êtres? Une irrésistible attirance contre laquelle on ne peut rien. Et qui vous envahit brutalement et qui a donc l'effet d'une décharge électrique et de haut voltage. On peut en souffrir? Sur le moment, quand on la prend, la coup de foudre, quand on le prend en plein corps, en plein esprit, en pleine âme, non. Ça nous galvanise, quoi. Après, on peut en souffrir quand le coup de foudre s'atténue. On peut même déchanter. On peut déchanter, dit l'enchanteur. Oui, on peut très bien retomber de très haut. Mais pas vraiment non plus. Les femmes que j'aime et que j'ai aimées, qui m'aiment et qui m'ont aimé, ça ne s'est jamais démenti par la suite. C'est pour ça que j'avais compris que quand on dit « je t'aime, c'est pour la vie », évidemment, c'est pas pour la mort. C'est pour la vie, ça veut dire que c'est pour toute la vie, quoi. Les gens qu'on a aimés et qu'on retrouve après, quand on les croise, il y a toujours une émotion qui reste très forte. On dit je t'aime toujours, quoi. Vous ne vous fâchez jamais avec vos ex? D'abord, je les considère pas comme des ex. C'est un mot qui me paraît bizarre. Ça fait bien, c'est rigolo, ex. Mais j'y crois pas beaucoup. Pour moi, c'est quelque chose qui reste très vivant. Et très présent, quoi, très fort. Non, c'est même la première femme que j'ai aimée, elle habite dans mon quartier maintenant. Et quand je la vois, je suis toujours très tendre, et elle aussi avec moi. Elle me vouvoie toujours. Elle était plus âgée que moi, mais elle me vouvoie, et puis elle est vachement jolie, quoi. Je veux dire, je sais pas, je suis ravi de la voir. C'est mon premier amour, et elle est vivante, le ciel la bénisse, quoi. Si je vous dis Jeanne Chéral, vous me répondez quoi? Ah, on a fait une très jolie chanson ensemble. C'est vrai? Laquelle? Celle qu'elle avait écrite. Mais alors, je me rappelle plus du titre, où elle dit... On va lui demander? Oui. Parce qu'elle est là. Ah bon? Oui. Où? Elle est venue vous rendre hommage, bonjour. Vous dire bonjour. Jeanne, qui chante... Ça va? Qui vient chanter. Vous connaissez Non. les paroles encore? Ça va? C'était beau le petit ballet là. J'ai apporté les paroles. Ah, Oui, prévoyante, Je vous ai Jeanne. apporté les paroles. Apporté les paroles. Alors,
C'est en sol majeur. Ouais. C'est moi qui commence? Non. Bah normalement c'est moi. Vas-y, vas-y. Tant mieux. Je suis debout dans la cuisine et je ne pense à rien. Enfin, à rien. C'est difficile, même impossible. Il y a toujours un petit quelque chose qui vient, on ne sait d'où. Un détail sur le mur, le papier peint, une parole pas digérée. Quand on voudrait avoir la tête vide, ça nous vient comme ça. Là tu vas enchaîner. Je voudrais dormir, je suis debout dans la cuisine et je ne pense à rien. Enfin, à rien, c'est difficile, même impossible. Il y a toujours un petit quelque chose qui vient, on ne sait d'où. Un détail sur le mur, le papier peint, ah oui, une parole pas digérée. Quand on voudrait avoir la tête vide, ça vient comme ça. Je voudrais dormir. Et à la fin on le dit tous les deux. Ah oui, là. Je voudrais dormir. Je tiens à vous dire que c'est une joli, complète Je voudrais improvisation. dormir. Bravo, bravo à vous deux. Et comme on est au petit matin. Merci Jeanne. J'ai failli Juste un mot, qu'est-ce que représente voilà, Jacques pour vous Bah Un type dans la foule. Non, beaucoup plus que ça, j'en ouais, suis sûre. enfin quelqu'un qui m'a. Bien. J'ai l'impression que c'est un genre de, c'est une référence un peu pour moi quand même. Je sais pas comment le dire. J'ai l'impression qu'on a, enfin, en toute modestie, peut-être une proximité quoi dans notre manière de faire de la musique et. Enfin, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, que j'admire. Et qu'est-ce que, Jacques, ça vous apporte de travailler avec des gens plus jeunes? Mais c'était pas comme travailler quand on a chanté comme ça. C'était un moment de magie pure. Je me rappelle très bien quand je suis arrivé au studio, on devait faire un essai. Ouais. Et en fait, c'était pour essayer les voix. Et puis, c'est venu tout seul. Il y a eu beaucoup d'équilibre. Ouais. Et puis, comme ça. Et j'ai dit, waouh! Ouais, On peut parler de coups de foudre professionnels? Mais toujours, bien sûr. Ça nous a fait drôlement plaisir que vous passiez nous voir. Moi aussi. Je crois que Jacques était assez content. Hein. Oui, très. Très. Sinon, Merci beaucoup. Ouais. Je sais pas. Il y a quelqu'un d'autre, c'était la semaine dernière. Jacques, il y a quelqu'un qui nous a parlé de vous aussi. On recevait Diane Dufresne et elle avait un très beau souvenir et elle s'adresse à vous. Elle nous raconte ce souvenir commun. Diane Dufresne. Quand j'ai chanté à Montréal, je l'avais invité. On a partagé le champagne sur scène. On a fait une grosse bouteille, il sortait de la bouteille et tout. Quand tu vas voir Jacques Higelert sur scène, c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Qu'on n'aime pas, mais il se passe quelque chose. Donc moi, j'aime ça. C'est une œuvre provocateur. La poésie, de toute façon, vous doit toujours amener autre chose. Et même, il y a de la poésie dans sa façon de bouger, Jacques. Sa façon de bouger, ses cheveux maintenant qui touchent, toujours avec ce côté un peu plus féminin. Je veux dire, il y a cette qualité-là, féminin pluriel. Diane Dufresne. J'adore. Quand elle dit que vous êtes féminin pluriel, ça vous ressemble bien? Ouais. Mais elle m'a toujours fasciné parce que c'est d'abord, j'adore comment elle chante aussi, comment elle bouge et comment elle est. Et c'est humainement une très très belle personne aussi. Vous avez 3 enfants de 3 femmes différentes. Est-ce que vous pensez avoir suffisamment participé à leur éducation? Ouais, non. Je sais pas si je suis un père exemplaire et sûrement pas.
Mais j'ai parfois pas participé assez à l'éducation de mes enfants. Mais d'un autre côté, je m'éduque avec eux. Je ne sais pas comment répondre à ça. Porter le nom d'Igelin, vous pensez que ça a été très lourd pour eux? Ou au contraire, ça leur a facilité peut-être la vie? Ça n'a rien facilité du tout. Et puis je n'ai pas... je suis jamais intervenu en tant que genre donner un coup de fil... Pistonné, quoi. Ouais. Par contre, si des fois, pour Isia notamment, parce qu'elle est vraiment très jeune quand même, et pour trouver des gens au moins un avocat qui la défende, quoi. C'est tout, là où je suis intervenu. Puis des fois aussi pour arranger les coups à l'école, mais ça n'a rien arrangé du tout. Parce que elle n'avait pas envie, quoi, du tout. Et puis elle me disait, mais t'es bien pour me parler, toi, tu m'as déjà dit plusieurs fois que tu avais quitté l'école à 15 ans et puis que tu n'y allais pas souvent et tout. Elle est autonome. Ouais. Très, depuis mais toujours. C'est très difficile de répondre à cette question, de dire est-ce que j'ai assez participé à l'éducation de mes enfants? Certainement pas. Mais d'un autre côté, quand on s'est vu, quand ils m'ont posé des questions, quand j'ai eu chaque fois que j'ai eu des rapports avec eux, je les aime, je les aimerai toujours, je les ai aimés pareil. J'étais heureux qu'ils soient là et j'aimais parler avec eux, j'aimais les écouter. Alors voyez ce que dit Isia à propos de vous, son père. Le sujet de Philippe Geppert. 24 9 90. Ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit. Ma petite gonzesse, c'est ma petite fille. Qui s'appelle Isia. Bonjour d'ailleurs, mon amour. C'est le papa qu'il me faut, quoi. Je me verrais pas avec un autre père que lui, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est trop lui. Auteur et compositeur comme Jacques, Isia Higelin n'a pas 20 ans et elle électrise déjà la scène rock française. Je fais une musique qui me ressemble, je fais une musique capricieuse, précipitée, énergique, urgente, spontanée, libre. Quand je monte sur scène, je me recharge. Je prends mes batteries, je prends les cris des gens, les mouvements, tout ça, je le prends, je le mets dans une bouteille et ça va dans mon corps directement. Je fais des bonds de 2 mètres sur 15 cm de talon. C'est ça être une femme. Un rock instinctif et physique. De papa, Isia a hérité du sens de la rébellion et de la rage de la musique. Il m'a donné l'envie, mais il m'a jamais forcé en disant tiens, vas-y, va par là. Voilà, j'ai pris mes instruments, j'ai pris mes armes, j'ai fait ce que je voulais. Aujourd'hui, il est très fier de moi. La gagnante est Isia. Fier, Jacques Higelin a de quoi l'être. Sa petite gonzesse vient de décrocher 2 victoires de la musique pour son premier album. Merci, putain, pardon. Ouah. Si, putain. En plus, c'est la scène et c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Alors je remercie mes parents qui m'ont dit vas-y ma fille, arrête l'école à 15 ans, c'est super. Coup de foudre pour la petite Isia. Mais j'étais beaucoup plus présent avec Isia qu'avec les 2 autres, en fait, qu'avec Arthur et Ken. Parce que j'étais plus jeune, et puis, je sais pas, puis voilà. Mais Le fait que ce soit une fille aussi? Oui, peut-être. Mais non, jamais aussi... Oui. Et quand même, avec Isia, on a passé énormément de temps ensemble, et on en passe encore, et on est toujours très proches, quoi. Ouais. Un peu fusionnel, quoi. Oui. Aux Victoires de la musique, bon, grand moment, bien sûr. On vous a pas vu alors que vous étiez dans la salle. On a vu sa maman, mais on vous a pas vu, vous. Mais Isia m'a vu, Isia et sa maman, je les ai rejoints dans les coulisses, moi. Mais vous étiez où? J'étais parmi les gens. J'étais au premier... Tout en haut? En haut, ouais. Et puis, j'aurais pas voulu qu'on me regarde à ce moment-là, parce que j'étais très ému, quoi. Avec quelques larmes? Oui. Ah ouais. Et ça se montre pas, ça? C'était pas que ça. Je voulais qu'on comprenne qu'elle le devait qu'à elle-même, quoi. J'aime pas des fois ce qu'ils font de dire ah ouais, c'est la fille d'Higelin, ça doit être facile pour elle. Pas du tout. Je trouve qu'elle se bat vraiment bien. Je trouve qu'elle donne un maximum de choses. Je trouve qu'elle a beaucoup d'imagination, de courage, de volonté.
Et j'ai beaucoup d'admiration pour son travail d'artiste. Un jour, on vous verra tous sur scène. Sûrement. Je le souhaiterais bien. Moi, j'aimerais beaucoup. On s'est déjà trouvé avec Arthur, Isia et moi, tous les trois, à chanter. Et avec une mise en scène de Ken? Oui, ça serait avec génial. une mise en scène de Ken, ouais. On peut écrire un spectacle aussi. Oh, j'aimerais bien. Vous savez, Jacques, dans cette émission, pendant 1 minute, je vous laisse. Je vous laisse tout seul. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, tout le dispositif est à vous, bien sur le plateau, vous bougez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est votre minute. Votre minute seule face aux téléspectateurs. Au revoir. Au revoir. Je reviens dans 60 secondes. Dans combien? 60 secondes. 1, 2. Alors là, ça me coince. Qu'est-ce que je peux faire? Le tour du... voir le feu? Est-ce que c'est du vrai? Ah ouais. Ah ouais? Ah d'accord, je croyais que c'était du feu projeté. Très bien. Il y a un piano qui vous tend les bras. Hein. Ouais. Il est beau, il est blanc. Oui, il y a un piano, ça je peux toujours faire quelque chose. Et voilà, 1 minute. Non. Mais pourquoi? Oh, c'est frustrant, on veut en entendre plus. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît. Oui, mais c'est toujours la même chanson qui me vient quand je suis au piano, en fait. Quoi Mais bon. d'autre? Hein? Quoi d'autre? Pamela Norton, c'est le nom qui m'est venu en rêvant des rues d'Harlem dans les années folles. Je la vois s'élancer comme un oiseau qui s'envole sur les volutes enflammées du piano de Judy Roll Morton. Etc. Je vais vous entraîner. Oui. Au dos à dos. Oui. Ça vous va? Oui. Allez, on y va. Oui. Dos à dos avec vous, Jacques Higelin, et des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. La plus belle chose qui pourrait vous tomber du ciel? C'est déjà fait, c'est Isia. Votre juron préféré, Jacques? Juron? Est-ce que c'est un juron de dire « Oh la vache » C'est gentil. Non. Sinon, quand je m'énerve vraiment, j'ai dit « Fuck, shit ». Voilà, c'est tout. Ça veut dire baiser, merde. Est-ce que vous pourriez vous raser la tête par amour? Je me raserais pas la tête parce que quelqu'un qui m'aime me demanderait pas ça. La première chose que vous faites le matin? C'est drôle. Mais encore. Ça m'arrive de pisser, ou bien, et c'est tout d'ailleurs, et puis ou alors de sortir dehors et de voir le temps qu'il fait. La dernière fois, Jacques, que vous avez pleuré? C'est quand Denis Jacquenot est parti. Voilà, mon copain, mon frangin. Avec quel autre Jacques célèbre vous auriez aimé échanger votre vie pour un instant? Jacques Dutronc, Jacques Brel, Jacques Messrine ou Jacques Chirac? Déjà, il y en a 2 qui sont dehors. Lesquels? Messrine et Chirac. M'intéresse pas. Donc il reste trop. Dutronc et Brel. Dutronc et Brel. Ouais, dans la peau de... Pendant quoi? Combien de temps? On va dire une journée. Ah, Brel. Quelle est la personne que vous aimeriez croiser dans l'au-delà? J'aime beaucoup Dutronc par ailleurs. Mais dans l'au-delà, Shakespeare. Un air que vous avez souvent en tête et que vous aimez fredonner? Ça dépend, il y en a plusieurs.
Il y a L-A, E dans la, T-I-T-I-A. Gainsbourg, j'aime bien cet air-là. Et puis, j'aime pas que cet air-là. Il y avait aussi, pendant un temps, c'était quand mon 635 me fait les yeux doux. J'aimerais ça, comme ça pour rire, pour en finir. Pan, pan. Aïe, mourir pour moi, me buter pourquoi, histoire d'en finir une bonne fois. C'est une idée qui me vient, je ne sais pas d'où. J'aimerais comme ça pour rire, pour en finir. Pan, pan. On va en finir, mais sans pan-pan. Hein. On y va. On va où? On retourne à table. La main dans la main, les yeux dans les yeux, le dos contre dos, deux êtres amoureux. Mais pan-pan, vous y avez pensé, vous, souvent? Non. Oui, non. J'ai pas beaucoup d'instinct suicidaire, non. Ça a pu m'arriver, m'effleurer. Mais ça passe vite. Oui, parce que la vie m'intéresse plus que... Et puis, je trouve la vie très courte, finalement. Enfin, trop passionnante et trop fragile et précieuse pour avoir envie d'en finir, pan-pan. Mais c'était une façon d'humour de Gainsbourg aussi. Je voudrais vous offrir, mais peut-être que c'est un livre que vous connaissez déjà. C'est celui bien de Brigitte. Bien sûr. Brigitte Fontaine. Que je trouve un livre extraordinaire. Le bon je veux bien parce que récits et variations, c'est chez Flammarion. Ouais. Je vous l'offre. Bon peuple du sang. Alors là, Vous le recommandez? Ah oui. Ouais. Et puis je l'ai recommandé plusieurs fois déjà. Moi, c'est un bouquin je peux le recommander aussi? Hein? Je peux le recommander aussi. Oui. Coup de foudre, voilà, chacun le nôtre. Je voudrais remercier l'artiste qui est exposé sur le plateau de Thé au Café ce matin. C'est Guillaume Ortega, qui expose à l'atelier Nollet à Paris dans le 17e. Il trouve son inspiration dans la rue, dans le quotidien. Vous regarderez avec détail. C'est incroyable, tous ces petits personnages. D'abord, il fait un travail sur ordinateur et puis ensuite, il rajoute des détails qui sont révélateurs de notre époque. Merci Jacques. Merci. Au revoir. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisi d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis les crophages.